Est-ce qu'on vient de voir la plus grosse montée en poids de l'histoire du sport? Honnêtement, c'est la question qui est vraiment légitime de se poser suite à la performance de hier soir. C'est Louis Geoffrey, et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler en très très bref, faire un petit débrief de la folie qu'on a vu hier soir. Le combat donc, qui a opposé Terence Crawford à Canelo Alvarez. Globalement, pour ceux qui ont vraiment pas suivi du tout, je pense que vous êtes très peu. Crawford, c'était donc le champion incontesté il y a seulement 2 ans des 147 livres, donc la catégorie des welter. On est autour de 66,5 kg. Il est monté au bout d'un an en super welter pour prendre directement un champion du monde qui était à l'époque vu comme le meilleur de la catégorie, un certain Israël Madrimov. Combat qu'il a remporté en vrai de façon satisfaisante, hein, il remporte le combat, il n'y a aucun souci, mais par rapport à toutes les performances ultra dominantes qu'il a pu produire en welter, et notamment contre Errol Spence qui était à l'époque également dans le pound for pound, si je me souviens bien, Bud était 3ème, donc Crawford, et Spence était 4ème, et il a mis une fessée à Spence. Vraiment, c'est l'une des plus grosses corrections qu'on ait vues. C'était un complet mismatch et ça a surpris complètement tout le monde de la boxe, hein, y compris moi-même. Donc suite à ça, eh bien, Bud est passé en 154 où il a fait un combat qui était beaucoup moins satisfaisant. Et après ça, il n'a pas boxé pendant un an. Et là, il annonce qu'il prend Canelo Alvarez, qui était alors champion, et bien incontesté des 168 livres. Donc cette fois-ci, on n'est plus à 69 kg, 5 quasiment 70 comme les super welter, on est à 76 kg pour les super moyens. C'est donc exceptionnel, on parle d'un saut de 2 catégories, quasiment en vrai un saut de 3 catégories, et c'est pas contre n'importe qui. Il vient chercher un mec qui est actuellement considéré comme étant 8ème au pound for pound, en vrai l'un des meilleurs palmarès de tous les boxeurs actifs dans le sport actuellement. Donc c'est vraiment une grosse star qui vient prendre. Et globalement, on se dit tous, moi le premier, initialement c'est une affiche qui a aucun sens. C'est une affiche qui a aucun sens parce que c'est presque comme si l'affiche Inoue et Tank, on nous la sortait vraiment. Et puis on nous la sortait pour genre le titre WBA de Tank. Donc ça, à ce point-là que c'est une affiche qui est absurde en termes de numéro de catégorie de poids qui va être franchi. Et puis en plus, voilà, on a une catégorie des super moyens qui est déjà très bloquée, les super ultra, il y a plein de choses à faire, donc on n'est pas du tout content. Et c'est un peu les premières réactions sur cette affiche. Petit à petit, les gens se hype, les gens en fait ont réalisé que non mais ça va, il y avait peut-être quelque chose à tirer de cette affiche, qui avait peut-être un sens. Moi je me suis montré très critique. J'ai dit que malgré tout, on essayait quand même de nous vendre le combat d'un welter slash super welter contre un super moyen qui était désormais très installé dans la KT et qui avait quand même montré qu'il était vraiment dominant dans cette catégorie, hein. Il a esquivé quelques très bons challengers, Benavidez, Mbili, Iglesias, Morel. Mais bon, quand même, il s'est montré très dominant envers d'autres combattants de très haute facture qu'il a pu prendre, notamment Monguia par exemple. Et donc, se forcer de constater à ce moment-là que bon, le combat semble un peu désavantagé. Sauf que pourtant, on arrive un petit peu à s'hyper tant bien que mal avant le combat, en se disant que peut-être qu'en fait Crawford peut le faire. On entend des trucs comme qu'en fait il serait autour de 80 kilos dans la vie quotidienne. Et donc en fait, ce serait pas vraiment. Enfin, il faudrait juste qu'il cut un peu moins. En même temps, c'est vrai qu'on dit qu'il est très sérieux, qu'il a un mental de fou, que ça fait un an qu'il se prépare pour ce combat de façon très rigoureuse. Donc on commence un petit peu voilà, à se dire qu'en fait, on va peut-être avoir match. Mais bon, ça reste en vrai tellement irréaliste. Alors, moi je suis à peu près sûr hein, qu'on s'est tous hypés, parce que les médias l'ont hypé, parce que faut quand même vendre quoi. Et puis bon, c'est un combat qui va faire manger beaucoup de monde, on va avoir beaucoup d'exposition. Il y a quand même 2 grosses stars, donc autant hyper un peu l'événement. Et puis que nous, en tant que fans de boxe, on s'est aussi un peu hypé, parce que voilà, on voulait. Enfin, c'est bête de rater un événement comme ça, quoi. Euh, bon, alors évidemment, il y a aussi des gens qui étaient persuadés que Crawford pourrait faire l'exploit. Et perso, j'ai failli adhérer à ça, hein. Franchement, il y a quelques semaines, j'étais à 2 doigts de jeter de sauter dans le bateau de Crawford, quoi. De dire, allez, c'est bon, moi j'y crois. Franchement, c'est pas la première fois que je parie contre Crawford, et c'est pas la première fois que Crawford me fait mentir. Mais bon, encore une fois, j'ai péché. Encore une fois, je me suis finalement dit non mais quand même c'est trop gros, on peut pas nous faire ça. Et pourtant, Crawford le fait. Crawford le fait dans un combat qui est magistral. Globalement, il est assez lent à rentrer dans le combat, Crawford, hein. Il prend son temps, notamment sur le premier round, qui pour moi va à Canelo, malgré ce qu'a donné le juge qui m'ont affiché son scoring sur Netflix. Pour moi, le deuxième va aussi à Canelo, mais en vrai, il est très serré. Moi, je le file à Canelo. Et à partir du troisième, Crawford commence tranquillement à s'installer. Je trouve malgré tout que le combat en fait reste assez compétitif grâce aux 2 rounds d'avance que chope Canelo sur ma carte. Parce que du coup, les 3-4 de mon côté vont à Crawford, le 5 va à Canelo, le 6 va à Crawford. Donc en fait, à la moitié combat, moi j'ai 3-3. Et il se trouve que je donne à Crawford 7-8, mais j'ai vu que le 8, certains le donnaient à Canelo. Le 9 est extrêmement serré. Moi, je le donne 10-10 partout. En vrai, j'ai du mal à. Enfin, pour moi, c'est un swing round. Franchement, on peut le donner à n'importe qui et ça me va. Mais en vrai, là, on voit que si vraiment on pousse le trait, on peut donner 5 rounds Canelo.
Et après, franchement, 10-11-12, pour moi, c'est sans trop de problème que Crawford les prend. Notamment le 9, ce qui va vraiment revenir redynamiser le combat, c'est qu'on a un Crawford qui sort dans le 9e round en étant extrêmement bon et en touchant Canelo à de nombreuses reprises. Et pourtant, Crawford qui commençait enfin à installer son rythme, se retrouve en fait, et de toute façon, enfin, d'installer une grande domination dans le combat, quoi. Se retrouve à cause d'un choc de tête à avoir une légère coupure au niveau de l'œil droit. Et ça relance complètement la dynamique du combat, en tout cas au niveau du round, où du coup, sans avoir encore subi les soins de la part de son coin, parce qu'il lui reste genre 2 minutes 30 à tenir, et là Crawford va décider de boxer de façon beaucoup plus précautionneuse, de façon beaucoup plus défensive, ce qui va laisser l'occasion à Canelo de marquer quelques points et finalement de revenir un peu à égalité dans ce round que Crawford a démarré sur les chapeaux de roue. Et c'est ça qui est fantastique, alors évidemment, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a remarqué. Crawford, la grosse interrogation c'était a-t-il le physique pour tenir? Il a fait plus que le physique pour tenir. Crawford a, alors j'abuse un peu parce qu'il n'a pas non plus fait chanceler Canelo, on l'a pas vu avec des gens en spaghetti, mais franchement, il a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour taper un mec avec un menton comme Crawford. Il a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour en vrai coucher des super moyens. Et ça, c'est des trucs qu'on entendait. Oui, c'est vrai, Crawford en sparring il couche les lourds. Et puis voilà, en même temps, il résiste très très bien parce qu'il a un très bon menton. Et il se prend des patates de gens extrêmement lourds et il tient le coup. Des choses que j'ai entendues. Bon, Martin Bacolé, le roi des sparring. Vous voyez ce que je veux dire, un sparring, c'est pas forcément dire grand chose. Et puis il peut se passer tout et n'importe quoi à la salle. Ça peut facilement se faire déformer, etc. Donc c'est une information qu'honnêtement je prenais pas de façon si faible que ça. Et pourtant, encore une fois, j'ai douté de Crawford. Et encore une fois, Crawford montre qu'il peut tenir, Crawford montre qu'il peut envoyer. Donc non, franchement, c'est vraiment très impressionnant comment, en fait, dès le round 3-4, il commence à vraiment pour moi prendre le contrôle du combat. Et quelque part, la petite avance qu'il a laissée à Canelo, de par le fait que voilà, Crawford c'est clairement un mec qui prend son temps pour démarrer les combats, fait qu'en fait ça reste un peu solide, ça reste un peu serré au niveau des scorings, notamment parce que voilà, le 5, Canelo arrive à choper un round par-ci par-là. Mais honnêtement, dès le 3-4, Crawford installe vraiment sa domination. Crawford la maintient vraiment jusqu'à cette petite coupure du round 9 qui, quelque part, presque gâche le fait qu'en fait il remporte toute la deuxième partie de combat. Et puis vraiment, 10-12, alors là c'est la fin. Vraiment, on ne l'arrête plus. Donc non, franchement, et puis vraiment le fait que mentalement aussi, il est resté ultra solide, hein, du début jusqu'à la fin, systématiquement, là on le voyait sortir, enfin il y a plein de moments où on le voit faire des sourires énormes, ça se voit qu'il est rentré vraiment mentalement dans la tête de Canelo, quoi. Parfois il se prenait des coups, parfois il en donnait, il se passait son round à sourire, on voit que Canelo il en pouvait plus, il était énervé, il était agacé, parfois il tournait la tête, alors je sais pas trop si c'était... un signe d'agacement, si son but c'était d'essayer d'inviter Crawford en faisant comme s'il ne le regardait pas pour ensuite pouvoir le contrer. Donc bon, je sais pas trop, moi j'interprète ça comme un signe d'agacement. Franchement, ça s'est vu que Canelo, il était à bout vers la fin du combat. Et Crawford a vraiment géré. Et là où il a vraiment été, je pense, le plus impressionnant, et on sera tous d'accord, il est allé à l'échange contre Canelo, il n'en a rien à faire. Il a réussi à faire des extrêmement bonnes séquences à l'intérieur, notamment au début du 9ème, où franchement, on voit qu'il est au-dessus techniquement en fait. Et quelque part, il y a toujours un peu une dualité en boxe où à quel point le physique peut rattraper la technique. C'est important d'être technique en boxe. Maintenant, vous prenez un mec ultra technique de 53 kg, vous le mettez contre Fury, il va perdre. Parce que Fury, il en fait 150. Bon, j'abuse un peu, mais ça dépend de ses poids. Mais il est très très lourd. Et donc typiquement dans ce genre de cas, franchement, moi j'avoue que j'étais un peu perdu, quoi. Et je me disais non mais quand même. Ok, Canelo il est moins technique que par le passé, et il est quand même moins technique que Crawford. Quand même. Et en fait non, vraiment définitivement, moi je trouve ça que je trouve super, hein, c'est que là Crawford a encore fait vraiment honneur à la boxe, il a montré que ce qui primait c'était la technique. Et que voilà. Donc moi je suis vraiment ravi. Et avec tout ça, avec cette performance qui est vraiment exceptionnelle, je pense pas que ce soit le combat de l'année, hein, c'est l'affiche de l'année, c'est sûr, ce sera le résultat de l'année, assurément. La performance de l'année, certainement aussi. Je pense que de toute façon, c'est dur de donner la performance de l'année à quelqu'un d'autre, sachant que je vais détailler ça juste après, mais je pense qu'on est potentiellement sur l'une des meilleures performances de l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est le combat de l'année? Je pense pas. Ça aurait pu être un poil plus engagé, typiquement. MBD contre Martinez était un peu plus engagé. Mais bon, franchement, la performance est fantastique. Et là, ça fait quand même. Bon, pas mal de performances en welter, Crawford nous pouvons la suite, alors je sais plus s'il a fait 6 ou 7 combats en welter, où il a mis 6 ou 7 KO d'affilée entre son arrivée contre Jeff Horn et son départ après Spence, mais ça c'était quand même un mec qui claquait perf sur perf. Et après derrière, c'est vrai qu'on avait Madrimov qui était un peu un ventre mou, mais surtout de par le fait que Madrimov a une boxe qui est très dure à gérer, et donc c'est dur de briller contre lui. Et là, il nous refait encore une masterclass contre Canelo. Franchement, voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter. Moi, déjà, c'est décidé. Si Crawford ne prend pas sa retraite, plus jamais je parie contre Crawford. Il peut prendre Usyk demain, je parie avec Crawford, et tant pis. Voilà, c'est bon. C'est trop tard, je rejoins le bateau. Voilà, j'arrive après la fête, c'est pas grave. Je resterai maintenant jusqu'au bout. Si jamais il y a les keufs qui doivent débarquer et arrêter la fête, c'est pas grave. Moi, je resterai jusqu'au bout quand même. C'est bon, j'ai assez parié contre Crawford, je me range. Voilà, je reconnais mes erreurs.
Non, et surtout du coup j'aimerais un peu se questionner, parce on a beaucoup comparé hein, la montée de poids de Crawford à d'autres montées de poids préalables dans l'histoire, donc notamment celle dont je vais parler ici, c'est la montée de poids de Bob Fitzsimmons, qui passe des moyens au poids lourd, et c'est à ma connaissance, je l'ai vérifié, mais je crois que c'est en 10... Ah, putain, je l'ai pas là, je l'ai fermé la page, je suis désolé, mais je crois que c'est en 1896, donc c'est il y a très longtemps, ok. La deuxième grosse montée de poids très impressionnante, c'est celle de Henry Armstrong contre Barney Ross, où il était à l'époque juste champion des plumes, et il monte affronter le champion des poids welter, qui était également une star du pound for pound. Il n'y avait pas de classement spéciaux à l'époque, enfin il y en avait sûrement, mais je les ai pas retrouvés. Mais je suis à peu près sûr que Ross était genre dans le top 3 pound for pound de l'époque, en 1938, avec genre Joe Louis. Et puis bon, faudrait que je vois exactement qui était peut-être Freddie Mills, qui était vraiment très très bon aussi à l'époque. Donc bon, on est sur un Freddie Steele, pardon. Bon, anyway, donc en tout cas, je vais parler de Armstrong contre Ross. Et ensuite, après, il y a eu tout ce qui s'est passé dans les années 80. Globalement, ça parlait de Duran qui monte contre Léonard, ça parlait de Léonard qui monte contre Hagler. Bon, et je pense que ces 4 montées de poids ont vraiment été les montées de poids auxquelles on a comparé celle de Crawford contre Canelo. Et en fait, pour avoir un peu repris des trucs et tout, notamment ces derniers jours, en fait, et maintenant qu'on a vu le combat en pratique qu'a proposé Crawford, en fait, je pense que Crawford, il a fait un truc qui est plus beau que toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, sauf à la limite celle d'Armstrong, je vais l'étaler un petit peu. La montée de poids en moyen jusqu'au poids lourd de Fitzsimmons, elle semble exceptionnelle, mais en fait, c'est une époque où le champion poids lourd est à 184 livres, et où du coup Fitzsimmons le affronte autour de 168. Alors il gagne, ça reste extrêmement impressionnant, hein, mais bon, c'est sûr que c'est pas les lourds de maintenant qui font 250 pounds, donc c'est pas comme s'il avait pris 100 pounds d'un coup pour aller affronter directement le champion poids lourd. Concernant Duran contre Léonard et Léonard contre Hagler, il faut savoir que Duran était déjà monté en poids léger au moment où il affronte, en poids welter au moment où il affronte Léonard. Alors il a sauté les super welter, il a habilement évité Antonio Cervantes, bon, force à lui, enfin bien joué à lui quoi. Mais bon, il avait déjà pris par exemple Carlos Palomino, qui était un ancien champion welter, qui avait été destitué, enfin battu vraiment très très peu de temps avant la montée de Duran, et qui était encore un super combattant. Alors Duran il avait explosé, ce qui est déjà peut-être une extrêmement bonne performance pour les mains de pierre, mais bon, ça traduit quand même qu'il était déjà un peu acclimaté à la carrière de Léonard. C'est pas comme s'il avait directement jumpé de son statut de champion incontesté des légers pour aller directement chercher le champion Léonard. Léonard contre Hagler, c'est un des comebacks les plus beaux de l'histoire de la boxe, parce qu'on parle d'un mec qui n'avait pas boxé depuis 3 ans, maintenant, et puis qui dans sa dernière prestation avait franchement été vraiment moyen, hein, contre Kevin Howard, c'était pas brillant, donc en pratique, un mec qui n'a pas boxé depuis genre 5-6 ans, hein, c'est pour ça que la carrière de Léonard, en tout cas ce combat est aussi impressionnant. Maintenant, et c'est vrai que c'est peut-être assez ressemblant, parce qu'on a aussi un Hagler qui est un peu comme un Canelo actuellement, et quand même sur la fin de parcours à ce moment-là, et on voit déjà eh bien des signes d'affaiblissement avant le combat en lui-même. Maintenant, c'est vrai qu'en vrai, c'est déjà un type qui est allé chercher des ceintures en super welter, Léonard. Et puis son dernier combat contre Ward, il est au-dessus de la catégorie des welter. Il est à 149, il est pas exactement super welter, il est un peu entre les deux. Donc bon, ça reste impressionnant, mais on parle d'un jump, en vrai, d'une KT, parce qu'il était déjà allé chercher des titres en super welter. Et ce qui est vraiment, vraiment impressionnant, par contre, c'est le comeback, ça c'est sûr. Mais en termes de montée de poids, ça l'est moins. Et enfin, la dernière dont je vais parler ici, c'est Henry Armstrong, qui pour moi a toujours été jusqu'à présent la plus belle, le plus beau saut de catégorie qu'on ait eu de l'histoire. Et je pense que la Crawford vient de rentrer vraiment dans la discussion. Il faudra voir avec le temps qui va passer, là on est très à chaud encore, laquelle des deux va vraiment sortir comme étant la meilleure. Mais donc on parle d'un mec qui était champion poids plume, et qui passe directement affronter le champion poids welter. Donc lui il saute super plume, qui existait déjà à l'époque, léger, super léger ça n'existait pas je crois, mais bon il le saute quand même, et il arrive ensuite directement eh bien, en welter, donc il saute 3 KT, ce qui est beaucoup, ce qui est une de plus que Crawford. Si on considère que Crawford vient de welter parce qu'il a fait qu'un combat en super welter, on voit qu'en fait c'est quasiment kiff-kiff. Et bon, après ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'à l'époque, il arrive avec 133 livres et demi, donc même pas la limite des poids légers. Mais bon, il arrive contre un Barney Ross qui était à 142, donc était à peine au-dessus des super légers actuels. Et puis, ce qu'il faut également rappeler, c'est que certes, il était champion en titre des poids plumes, mais ça faisait quand même pas mal de temps donc quasiment 6 mois, qu'en fait, il combattait entre 130 et 135 livres, donc entre la limite des super plumes et des légers. Et donc pareil, lui il n'a pas fait de préparation physique particulière pour son combat contre Ross, mais bon, c'est quand même à noter que c'était un gros saut de poids, mais qu'il n'y a pas eu la structure physique qu'on a également eu ici avec Crawford. Et donc à côté, bah voilà, on a Crawford qui lui saute de 3 KT, allez 2,5, qui arrive directement chercher un Canelo qui est quand même très installé dans le pound for pound, qui est en déclin mais qui fait quand même une très bonne performance ce soir. Et puis on a Crawford qui est en vrai au-dessus, vraiment nettement au-dessus. Je suis extrêmement content qu'il ne se soit pas fait voler par les juges, parce que Canelo à Las Vegas, on sait ce que c'est. On l'a vu contre Golovkin, potentiellement 2 fois. On l'a vu contre Lara, je sais plus si Ruslan Lara c'était à Las Vegas, mais
On a vu que c'était un mec que les juges aimaient bien, on l'a vu contre Bivol, où les scorecards sont atrocement serrés. On l'a vu contre Mayweather Simpson, qui est un juge qui donne égalité. Donc c'est un type qui a été favorisé par les scorecards de nombreuses reprises. Et je trouve que c'est encore un peu le cas. Honnêtement, là j'ai vu qu'il y avait deux juges qui avaient donné 5-1-113 pour Crawford. Franchement, je vois vraiment pas comment on peut. Enfin, faut vraiment être très généreux pour donner 50 à Canelo. Honnêtement, on peut pas lui donner plus. Et bon, faut vraiment lui donner tous les semaines ground, etc. Donc faut être généreux. Bon, les juges ont été généreux, ça n'a pas suffi, j'en suis ravi. Parce que franchement, voir une vieille égalité, vraiment, ça m'aurait embêté sur un combat que Crawford a autant maîtrisé de bout en bout, quoi. Donc non, là, c'est juste fantastique. C'est vraiment... j'ai même pas vraiment envie de parler de la suite de la carrière des super moyens ni rien, parce que juste, on est là... Enfin, j'ai un peu parlé du passé, mais juste rendons-nous compte de la performance, quoi. Rendons-nous compte que là, le truc auquel on a assisté, c'est un combat, dans 70 ans, on en parlera encore. Dans 70 ans, là même, et encore je dis ça, c'est plus de 70 ans, ça fait 90 ans, allez, 87 ans, que Henry Armstrong il est monté pour affronter Barneros. Ça fait, ça fait 130 ans que Bob Fitzsimmons est monté pour aller affronter Corbett. Franchement, je pense que dans 80 ans, on parlera encore de Crawford qui est monté pour affronter Canelo. On en parlera encore, c'est ce genre de truc là. Et là, c'est un combat, et de la même manière que Armstrong Ross n'est pas resté dans les mémoires pour être le combat le plus fantastique de l'histoire du sport. Il est resté dans les mémoires parce que c'est l'une des meilleures perfs qu'on ait vu un mec faire sur un ring. Et de la même manière, je pense que ce combat restera dans les mémoires pour exactement ce moment-là. Et vraiment, je sais pas quel âge vous avez, moi je suis jeune, je me dis, il y a vraiment dans 60 ans là, quand je serai le petit papy, je pourrais voir mes jeunes, hey, Crawford Canelo, j'étais là. J'ai eu plein de galères, alors j'ai pas pu voir le combat en live, mais j'étais là. Je l'ai rattrapé seulement 3 heures après. Non, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, tout mon respect à Crawford qui passe évidemment numéro 1 pound for pound. Devant mon gars Inoue, pourtant j'ai défendu bec et ongle jusqu'au bout. Là, je peux plus défendre jusqu'au bout Inoue. Bon, je continuerai de défendre qu'il est exceptionnel, hein, bien évidemment. Mais là, franchement, c'est dur de pas de pas faire la révérence de Crawford qui fait une telle performance, quoi. Et puis voilà, ça se voit, c'est vraiment un type qui a cru jusqu'au bout dans son truc. Ça se voit, c'est vraiment un mec qui voulait le combat, qui mentalement est présent. Franchement, mentalement. Oh, je suis désolé, j'en ai déjà parlé, je reviens encore dessus. Mentalement. Crawford mentalement. Là, le mental qu'il faut, et probablement c'est lié au fait que Crawford en parle très bien, Fatim en parle très bien. C'est un type qui a jamais eu les praises, un mec qui a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir pour ses capacités et son talent. C'est un mec, et j'en fais partie, des gens, avant Spence sans doute, avant Canelo on doute encore. Et le mec à 37 ans, on a douté de lui toute sa carrière. Il devient un champion incontesté en super léger, tout le monde s'en fout. Alors que c'est le premier à refaire ça depuis Bernard Hopkins. Et il a un peu initié ce truc de devenir champion incontesté dans l'ère des 4 ceintures. Et c'est un mec qui est tellement passé sous les radars toute sa vie. Et ça se voit, il a la dalle. Il avait la dalle. Et en parallèle, c'est pas un mec qui a l'air méchant, c'est un mec qui a l'air d'être juste chill. Il est là, il est avec sa meuf, il traîne au bas. Franchement, Crawford. On parle d'un mec, c'est un miraculé, il s'est pris une balle juste à côté du cerveau quand il était tout jeune. Non, franchement, c'est un type qui vient vraiment de loin, c'est un gros exemple pour la boxe. Et même Bomac, pareil, c'est un truc qu'on n'en parle pas. Son coach qui est, je pense, obèse, j'ai pas envie de donner de diagnostics médicaux qui seraient inappropriés, mais je pense qu'il est obèse. Comment s'est foutu de la gueule de Bomac, notamment avant le combat contre Spence, parce que voilà, Derrick James, il était bien, il était grand, voilà, il avait la belle gueule. On avait Bomac qui était soi-disant le coach de Crawford alors qu'il faisait 300 kilos. Et pourtant, la team qui continue jusqu'au bout du bout, de montrer que c'est des gens exceptionnels. Donc non, il avait la dalle, il s'est tellement préparé. Et puis mentalement, sur le ring, il était tellement présent. Il avait la volonté de marquer les esprits, il avait la volonté d'aller chercher Canelo, de chercher le respect de Canelo, de montrer que franchement, il n'était pas là pour tenir 12 rounds en courant autour du ring. Puis je sais pas, vraiment tous ces petits sourires, toutes ces petites grimaces qu'il faisait, son attitude, elle dégageait la confiance, elle dégageait l'arrogance, elle dégageait le fait qu'il savait, il a cru en lui du début jusqu'à la fin, et c'est à la fois une marque, quelque part, d'une stupidité un peu sans nom, mais franchement, c'est ce que tous les grands génies ils ont, quoi. Les mecs qui croient en eux alors que personne ne croit en eux, et ils le font quand même, et franchement, je peux qu'applaudir. Donc voilà, en conclusion, clairement numéro 1 pound for pound sans hésiter. Clairement, je m'excuse et je ne parierai plus contre Crawford de toute ma vie, même contre Usyk. Et clairement, encore une fois, j'attendrai un petit peu à froid. Bon, j'attends pas vraiment, mais à froid, l'histoire nous donnera raison ou non. Mais il y a quand même fort à parier qu'à moins qu'on ait un gros truc du genre, en fait, Crawford était dopé, on annule le résultat. Cette performance reste dans les mémoires de l'histoire de la boxe comme l'une des meilleures performances qu'on ait vues, voire peut-être la meilleure performance en termes de montée de poids aux côtés de Armstrong contre Ross. Je pense qu'elle sera vraiment tout à côté.
pas le meilleur comeback, pas forcément la meilleure perte vis-à-vis d'à quel point t'as affronté un mec, voilà, on n'est pas sur du Ali Frazier 1 par exemple, mais vous comprenez l'idée, c'est vraiment un combat qui va rester dans les annales, pas parce qu'il était particulièrement exceptionnel, mais parce que, mon dieu, la perf quoi. Et encore je dis ça, il était loin d'être chiant comme combat, quand on compare à Canelo Skull, on est vraiment très très content d'avoir eu ça. Donc voilà, fantastique. Moi sur ce, je vous dis probablement dans 2 ans, d'ici à ce que Crawford recombatte. Et pourtant, dans 2 ans, si jamais j'ai encore ma chaîne YouTube, bah, je serai pour Crawford. Voilà, je militerai sur sa victoire. Sur ce, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, je vais aller rattraper la soirée Top du Japon. J'ai un peu vu des résultats, j'ai vu qu'il y a plein de folie. J'en parlerai peut-être dans les jours qui suivent. Demain également je vais faire une petite vidéo de vlog que j'ai fait quand j'étais au Japon sur un vieux boxeur japonais où du coup je suis retourné sur ses terres. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Je vais parler un petit peu de... Bref, je suis allé voir un musée commémoratif qu'ils ont fait en son honneur. Je vais vous présenter un petit peu tout ça, franchement n'hésitez pas à aller regarder, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. C'était le Geoffrey, allez bye.